Salut, donc aujourd'hui on va se présenter plus en détail, on va voir justement donc notre récit de vie, pourquoi on a investi, où on veut aller, nos qualités et nos défauts, parce qu'en fonction de chacun, ben forcément on avance pas au même rythme, en fonction de notre vie, en fonction de notre vécu, en fonction de nos qualités et nos défauts donc il faut se connaître. Et on va finir par ce qu'on pense du marché IMO pour jusqu'à décembre 2023, ce qu'on pense de la bourse jusqu'à décembre 2023 et de la crypto sur 2 ans, on va dire, pour vous parler explicitement et facilement de tout ça. Voilà, donc on va se présenter, ça va être un dialogue tranquillement. Donc vas-y, présente-toi, ta vie, ton récit. Bah voilà, moi c'est Joévin. Bon, j'ai 29 ans. Mon récit de vie, moi je viens du milieu sportif, c'était la natation. J'étais on va dire en sport-études. Après j'ai fait du triathlon. Après je suis rentré dans l'armée. Donc en fait, pour moi le sportif de haut niveau, l'armée, en fait clairement, ça te forme, ça te cadre, ça te fait un cadre de vie, se lever tôt le matin, faire son lit. En fait, ça te fait un processus et qui, par rapport à l'investissement, c'est une bonne comparaison, je trouve, parce qu'un sportif de haut niveau, il se lève le matin, il va à l'entraînement, même s'il a pas envie, il va s'entraîner. C'est pareil pour un investisseur. Il se lève le matin, ok, il va faire ses papiers, il va faire sa compta, il va faire sa prospection, il va faire les tâches qui vont faire qu'il va réussir. Donc après, je suis rentré à l'armée et c'est là qu'on on s'est rencontrés. On s'est rencontrés un soir. On allait manger à l'ordinaire de notre caserne en fait. Et voilà, j'étais déjà dans le processus de faire des économies, manger à l'armée pour ça fait en fait loger, nourri, blanchi comme on dit à l'armée. Donc dans cette optique-là, pour mettre de côté et l'investir. Donc on s'est côtoyé comme ça sous un repas. Tu m'as dit ouais, moi j'achète un appart. Ah ouais. Donc on a parlé de ça, le crédit, où c'était, qu'est-ce que t'allais faire, du nu, du meublé, quelle fiscalité. Et moi pour ma part, j'y connaissais rien. Je vais venir jusqu'à son récit de vie là. Donc moi, je suis ancien sportif de haut niveau, j'étais sa chaîne, je faisais de la boxe, j'ai combattu dans les mondiaux en 2015, j'étais champion du monde en 2015. Donc cette agressivité que j'avais, j'ai pu l'exploiter dans la boxe. Donc j'étais assez comme un chien quoi. Quand j'ai le nonos, je le garde, je le lâche pas. Donc j'ai voulu rentrer dans l'armée, j'ai voulu faire commando. Ça a été un échec pour moi, physiquement, psychologiquement. Donc au lieu de m'abattre et de me dire c'est la vie, elle est finie, voilà, la vie elle est finie. Donc je l'ai rencontré autour d'un repas où il m'a dit tu vas voir. Moi aussi, je voulais être commando de blessé. Mais là, c'est à des années-lumière. Donc, on s'est pas dit, on va pleurer tous les jours. Ouais, voilà, on va s'abattre sur notre vie, à se plaindre, j'ai pas réussi, à baisser les épaules. Ouais, on s'est formé et on a performé. Et je vous vois déjà venir derrière la caméra. Qu'est-ce qu'on est légitime quand on est nourri, logé, blanchi? Oui. Parce que c'est très rare. Je le dis souvent, quand toi t'avais un loyer, je vais prendre une fourchette, quand toi t'avais à peu près 1000 € de charge par mois, moi ces 1000 € en fait, je faisais pas la fête comme mes collègues militaires qui étaient eux aussi qui étaient nourris, logés, blanchis. Moi ces 1000 €, je mettais même 1400 sur 2000 balles, je mettais 1400 € tous les mois de côté. Donc venez pas me dire que j'avais de l'argent pour profiter. C'est parce que j'étais logé. C'est des choix que tu fais en fait. Est-ce que je veux quoi? Je veux sortir le soir, je veux profiter. Non, au contraire, je veux mettre de côté pour pouvoir investir. Et forcément, si tu mets que 10% de ton salaire, ça va être un peu plus long. La boule de neige part plus petite que si tu mets 1400 tous les mois, c'est sûr que ta boule de neige elle sera plus grosse au départ. Ça, c'est clair et net. Après, on peut tous commencer à un certain palier. Voilà. En fait, c'est surtout la psychologie là. C'est ton mindset qui fait ok. Est-ce que j'ai un mindset de pauvre ou de riche? Ok. Est-ce que je veux mettre de côté pour investir ou est-ce que je veux mettre de côté pour m'acheter la dernière paire Nike ou voilà, ça dépend de toi. Parce que nous, on côtoyait un milieu très masculin.
Où ouais, on a été, on est sorti. On peut pas Bah dire qu'on oui. n'est pas sorti à un moment. On est sorti, on a bu, on était avec on va dire avec l'équipe, on buvait, on rigolait. Mais on était quand même cadré dans notre vie à ce moment-là. Et puis Ouais. vu qu'on était sportif et que tout le militaire était sportif, sauf que nous on était sportif de haut niveau à un moment, donc forcément on était plus assidus dans certaines choses. Et puis pour ma part, le Covid est arrivé. Et là, le Covid, ben, quand tu passes dans le couple célibataire, donc je me suis pris une claque. Voilà. Dans la vie, on prend toujours tous des claques à un moment donné. Quand vous voyez à la télé, pour moi, c'est ça qui me choque aussi. Quand vous voyez à la télé, les gens, le beau chien, Sur la belle Instagram. famille, ouais, avec la belle voiture de luxe, tout ça, ils vous montrent ça. Mais soit ils ont galéré, soit ils galèrent encore. Ils galèrent encore pas. Je parle pas financièrement, je parle pour garder les pépettes, pour grossir, parce que quand en fait tu veux ta putain de boule de neige, tu veux toujours une plus grosse boule de neige. Et donc la plupart des gens, ce que vous voyez, c'est qu'ils vous montrent que le beau, mais il y a aussi le côté négatif. Et moi, mon côté négatif, c'est que je suis impatient, je suis nerveux, je suis teigneux, j'écoute pas, j'obéis pas. Et là, pourquoi t'es rentré à l'armée? C'est pour ça, l'armée, c'était pas son truc. C'est pas mon truc. Il l'a vite compris. Ouais, voilà, mais comme il a dit, ouais, quand on te dit de te lever à 5h30 pour un rassemblement, de faire ton lit, faut que quand ta gourde elle doit être remplie d'eau, ben elle est remplie d'eau. Genre en gros, faut pas qu'il manque ça, faut que ce soit au ras du culot avec la petite bulle. Sinon, tu prends une douche froide, on te la vide C'est sur ça. la gueule. Et ça, c'est ben, pareil dans le business, pareil dans la crypto. Tu te formes à un endroit, et ben directement, faut ben, ce petit culot, cette petite goutte de plus qu'il faut que tu apprennes. Pas te dire, ben non, c'est bon, j'ai appris 99%, mais putain, t'as ce putain de 1%. Et à l'armée, c'est ce qu'ils nous ont clairement appris. Parce que quand tu fais pas, par exemple, ton sac correctement étanche et qu'après tu vas aller dans une cuve, te mettre dans Ouais. la cuve d'eau. Tu dois traverser une rivière, des choses comme ça. Bah, c'est comme t'achètes un bien IMO, deux biens IMO, t'es pas formé, t'as pas les compétences. Voilà, à un moment tu te fais rattraper, bah là c'est pareil. Donc on nous a appris à être assidus. Et bah pour l'immobilier, l'investissement, c'est pareil. Ou l'entrepreneuriat, faut que des fois tu peux être borderline sur des trucs. Ok, ça passe, mais ça passera pas tout le temps. Donc ouais, au niveau de notre récit de vie, on est vraiment, voilà, on s'est trouvé un peu, on s'est trouvé. Ouais. Sauf que vu qu'on travaille dans le même service, quand on a fait de la logistique à l'armée, lui c'était, on va dire, comme je le dis souvent, le bon, genre la personne qui est très diplomate, qui parle, qui est calme. Et moi, je suis quelqu'un qui qui Voilà. fonce, qui est assez agressif, qui est teigneux, qui lâche pas le nonos. On va dire que quand j'ai quelque chose, je sais que c'est rentable, que je lâche pas le nonos. Ben lui, des fois, il me dit lâche-le pour prendre le plus gros qu'il y a à côté et pour foncer. Donc voilà. Donc on se complétait et puis on a vite été à côté dans la chambre et on a vite. C'est bien trouvé sur ça. Il a vu que j'investissais bah, les cryptos, l'immobilier. Et du coup, bah forcément, ah ouais, comment t'as fait, blablabla. Et du coup, lui, il était fort en travaux. Moi, j'étais pas fort là-dedans. J'étais fort en, du coup, tout ce qui était papier, bah, c'est trop son truc. Donc voilà, on est complémentaires sur ça. Donc sur ça, on s'est bien trouvé. Donc, Jean, pourquoi du coup tu t'es dit, ouais, ok, l'armée, pourtant l'armée, ça peut être une belle carrière, hein, et pourquoi tu t'es pas dit, ok, je veux faire carrière dans l'armée, et non. Donc pourquoi tu as investi? Ah ben on a cette phrase qu'on se remet souvent, c'est que on se retrouve un bashman. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est une grosse tente. Ouais, C'est une tente en dur. ouais, voilà, c'est un style de gros hangar Voilà, en un tente. gros hangar, Voilà, un gros hangar en tente. Et vu qu'on est logistique et qu'on voulait pas du tout faire ça, hein, clairement c'était pas, on nous a pas trop laissé le choix. Et sauf qu'on voulait du cash, on voulait vivre aussi et retenter. On a tous voulu rester en tant que log pour retenter le cursus commando, mais on l'a zappé du moment où je m'en souviens. On est dans le bashman et en fait, c'est l'armée et c'est exactement pareil que l'IMO là. T'as une clé à outils, t'as tout le matériel nécessaire pour rendre un véhicule commando, on va dire, ou enfin n'importe quoi commando. Et là, t'as le chef qui liste, clé de 12. Levez la main, clé de 12.
Peut-être 17. Posé dans le sac. Okay. Posé dans le sac. Ok. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ma vie, elle est résumée à ça. Certes, tu gagnes de l'argent, certes, t'es nourri, logé, mais tu te fais chier. Tu vibres pas dans ton travail, quoi. Voilà, on vivrait pas. Et moi, je me suis dit, non, je peux pas. Et donc là, j'ai investi. J'ai investi un max. Et en IMO, je parle, donc j'ai eu 3 biens avant le Covid. 3 biens avant le Covid et j'avais des problèmes, mais je gérais ces problèmes. Et je les avais bien achetés, bien négociés. Ah ouais, ça, j'ai souvent des clients, vous me le dites souvent. Ouais, j'ai 800 de crédit, je loue un T3 à 1150. Comment je peux faire pour améliorer ma location? Eh, gros, déjà 1150 en T3, c'est déjà super bien. Oui, mais je trouve que ça va pas. C'est que t'as mal acheté. Je te dis clairement, en fait. Ça se fait dès le début. C'est à l'achat. Tu fais ta rentabilité, c'est clairement à l'achat. Donc, c'est pour ça, la négociation, c'est une grosse partie importante de ta rentabilité. C'est ce putain de petit 1% de culot qui fait que vous avez pas justement, votre gourde qui est pleine pour justement être le plus rentable possible. Donc, des fois, vaut mieux lâcher un bien, vaut mieux des fois vendre et repartir sur... Ah oui, à un moment donné, dans ta vie d'investisseur, tu seras obligé de réallouer, en fait, de vendre un bien pour optimiser. Soit t'avais énormément de plus-value derrière et moins de rentabilité sur un bien. Donc, tu es obligé de revendre, de prendre cette plus-value et d'investir sur un autre bien qui sera plus rentable, qui t'apportera plus de cash flow. Ou fiscalement parlant. Alors moi, j'avais un an d'immobilier. Comment on fonctionne quand on a un an d'immobilier? J'ai acheté un bien immobilier, je le garde 25 ans. Ouais. Alors moi, dans 25 ans, je suis à la retraite. Finalement, tu te fais des plans sur la comète à 25 ans, alors que ton objectif de 1 an, tu es capable de le dépasser. Donc au bout d'1 an, tu fais, pourquoi pas le vendre, réallouer, diviser, recréer des lots, etc., etc., etc. Et en fait, ton arbre généalogique, faut l'arroser. Là, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais le taux d'endettement, blablabli, je vais pas pouvoir acheter. Association? Là, on a la preuve, on s'est associé. Ouais. Tu peux t'associer avec ta famille, avec des amis. Nous, c'était un collègue de travail et un ami. Donc, frère d'armes, comme on dit à l'armée. Ouais. Et donc, on s'est associé. Moi, mon taux d'endettement, il était trop haut, de base. Toi aussi. Et le fait qu'on s'associe, on multiplie les revenus et on a pu faire cette opération où on a divisé 2 appartements et clairement, 130%. Ouais, voilà, 130%. C'était... Après, on a eu des galères, hein. On a fait des divisions, des travaux. On a eu des grosses galères. Voilà. On a eu des grosses galères, mais on en est là, c'est grâce à ça aussi. Donc, c'est grâce aux galères qu'on a appris, on s'est relevé, on a appris. Et voilà, on en a vendu un, là, l'autre, il va être en location, on aura, en IMO, t'investis ou même t'es entrepreneur, t'auras toujours des galères. C'est régler des problèmes. C'est clairement ça. Ouais, ton travail de dirigeant ou de PDG ou, comme moi je dis souvent, je suis à la retraite alors que j'ai ouvert une société, mais je suis à la retraite parce que j'aime ça. Donc forcément, pour moi, c'est plus un travail, j'ai plus le mot travail, mais je gère des problèmes. C'est que des problèmes, que de la paperasse, que des papiers. Mon expert comptable, on est chez mon expert comptable, il me dira s'il était là, il me casse les pieds, je sais pas carré au niveau... C'est pour ça que c'est moi qui fais les papiers dans notre société. Je sais pas carré au niveau des papiers, c'est pas mon truc, je préfère... Par contre, un truc d'investisseur, c'est que il y en a plein qui disent que je dépense pas mal d'argent. Genre, moi, 50 euros, c'est rien. Je me prends une amende de 35 euros. Je m'en fous de l'amende de 35 euros. 135, on commence à causer. Voilà. Mais parce qu'à côté, quand je me prends 35 euros d'amende, je viens chercher 50 euros dans mon business supplémentaire. Tous les jours. Tous les jours, je me réveille. Comment je pourrais négocier ça? Comment je pourrais améliorer mon business? Alors que les appartements, je les ai depuis 4-5 ans. Mais tous les jours, j'ai cette équation dans ma tête et je trouve les problèmes, je trouve les solutions en 2 secondes. Hein. À aucun moment, faut arrêter de se reposer sur ses lauriers et se dire ouais, j'ai pas trouvé de solution. On trouve toujours une solution. Et depuis que j'ai vu la série Sweet, je trouve d'ailleurs Sweet, pour ceux qui connaissent, j'ai le même caractère qu'Harvey Specter, chiant, imbu, hautain. Ok, ça marche. Et du coup, avec tout ça, le mindset que t'es apporté, tes investissements, où c'est que tu vas aller plus tard où c'est que tu vas aller? C'est quoi ton but ultime, on va dire? Multimillionnaire. Multimillionnaire, vivre de chez moi, avoir des employés dans mes sociétés. Donc toujours garder mes sociétés, défiscaliser un max, mettre des employés dedans,
Ouais, que tu une délégation après une totale. délégation totale où je brasse de l'argent, je me fais juste plaisir. Tu trimes là au début, Ouais. tu trimes, t'investis pour justement faire cette boule de neige, et quand elle arrive au bout de la montagne, bah elle est tellement grosse que t'as plus à te soucier C'est ça. de. Elle est tellement grosse qu'elle peut dévaler toute seule. Il n'y a plus à la pousser. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Plus à la pousser. Mais bon, on est comme ça depuis quoi? Depuis 4 ans sur 6. Non, ouais. En gros, ouais, faut se dire à peu près, ouais, investis ton premier mois, c'est 2018. Ouais, 2018. Ouais, donc pareil, donc depuis 2018, on travaille sur ça. Après, ouais, hein, c'est pas, il y en a, ça dépend le rythme de croisière que tu veux t'apporter, ton salaire, si t'as hérité, tout ça. Mais regardez, 2018, là on est en 2023, ça fait 5 ans. Donc tu peux te dire, mais 5 ans, mais c'est super long, nan. Et au final, c'est super court dans une vie, 5 ans. Et on voit déjà la différence que ça nous a apporté. Quand on voit la différence, quand on a fait nos classes, il y avait d'autres gars avec nous. Quand on voit c'est pas pour se juger, oh, lui, il a plus d'argent. Non, non. C'est pour où il en est lui, qui a commencé, qui sortait le soir, pourtant qui habitait dans un bâtiment militaire, ou un autre mec qui a pris un loyer direct et qui voulait pas vivre dans un bâtiment militaire, il voulait son confort de vie. Et aujourd'hui, il va devoir faire son métro boulot dodo, jusqu'à sa retraite, jusqu'à ses 62 ans, quoi. Donc nous, c'est pas ce qu'on voulait. Donc on a mis des actions en place, des investissements, on a fait des risques, on a placé notre argent. Et là, on peut se dire, à 30 ans, voilà, on est à la retraite, même avant. Ouais, pour moi, à 30 ans, dans 2 ans, je suis millionnaire sûr. Donc voilà. Mais 1 million que tu places, ça te fait pas beaucoup à l'année. Ah, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. C'est pas pour rien qu'en général, la plupart des millionnaires qui héritent, qui jouent au loto, tout ça, ils ont tout claqué dans les 2-3 premières années. Donc l'argent part très vite. Si t'as pas un plan, si t'as pas défini un bon plan, si t'as pas assez de cash flow ou de rente, c'est sûr que autour de mauvaises personnes. Mauvaises personnes qui vont dilapider tout ton argent. Bon, après ça c'est un autre sujet. Ou un mauvais expert comptable, ou un mauvais gestionnaire patrimonial. Franchement, il faut bien s'entourer. Même d'un bon comptable, d'un bon notaire, tout ça. Faut que t'aies ton réseau, que ce soit un bon réseau. Avoir un putain de réseau, ouais. Faut avoir ton putain de réseau et où je veux aller, moi. Et après, ça pourra faire une autre vidéo, comment trouver un bon réseau. Ouais, comment trouver un bon réseau, on en fera une. Voilà. Après, où je veux aller, j'ai un rêve. Ce rêve, je l'aurai. Faut le lui dire par contre. C'est avoir ma putain de réserve. Voilà, je veux avoir ma réserve animalière. Animalière, ouais. Où justement j'ai tous les animaux pas une réserve de bouffe, quoi. Ouais, pas une réserve. Je mange bien la cantine. Non, pas une réserve. Pas une réserve de bouffe comme il a dit. Une réserve naturelle animalière. Une réserve naturelle où pas les eaux où les gens viennent pas visiter. C'est vraiment en fait juste pour protéger la nature, tout ça. Et voilà, j'ai envie d'avoir mon. C'est un beau rêve. Et forcément, à aucun moment, je vais vous mentir, il y a d'abord, je vais revenir, il y a d'abord le côté protection naturelle, mais il y a le côté aussi fiscal. Un milliardaire ou un millionnaire qui a envie de défiscaliser, il fait quelque chose de noble, je dis bien noble pour la société, donc indirectement, il paye pas d'impôts. Voilà. Parce que c'est pas avec ton salaire de 1500 ou de 2000 euros que tu vas réussir à protéger la nature. Faut en être conscient. Faut en être conscient. Voilà. Ok. Et toi? Donc mes qualités, mes défauts, non, du coup. Pas tes qualités, tes défauts, où tu veux aller. Ah oui, ça, j'ai fait la question d'avant. Où je veux aller, ouais, c'est sûr, c'est un peu ça, le rêve, de plus soucier de l'argent, clairement, il y a ça aussi. Et de pouvoir profiter de la vie. En fait, si plus tard j'ai des enfants, je veux pas qu'ils se soucient de quoi manger le lendemain, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que je dois trouver un CDI, ou même pour ma femme, quoi. S'il a des passions, qu'elle peut vivre de ses passions, ma famille aussi. Moi, j'ai un rêve, c'est mon père, il a fait son service militaire à Tahiti, j'aimerais amener ma famille à Tahiti, mais pour ça, le billet d'avion, les hôtels, ça coûte cher. Donc il faut se donner les moyens pour réussir. Donc ça serait un rêve, ouais, d'emmener ma famille à Tahiti. Et plus tard, vivre de ces investissements, faire le tour du monde, plonger un peu dans toutes les mers aussi, parce que je fais de la plongée, donc ce serait un kiff de faire ça, ouais, clairement.
Ouais. Mais pour ça, bah ouais, soit bah à un moment donné, si t'es salarié, bah t'as que 5 semaines de vacances par an, donc ça va être compliqué de faire le tour du monde. Donc c'est possible, hein, il y en a, ils y arrivent, mais nous, notre philosophie, c'est clairement bah trimer aujourd'hui, trimer, pour après profiter, et pas comme on t'apprend à l'école, tu bosses, et après tu profites à ta retraite. 64 ans, Voilà, ouais. tu penses à ta Et retraite. vous aurez quand on aura 64 ans, peut-être si ça sera 68 ans la retraite. Et donc voilà où c'est que je veux aller. Après, c'est propre à chacun, hein. Chacun a ses objectifs de vie. S'il y en a un, il veut élever des pingouins au pôle Nord, mais c'est son choix et il faut le respecter, non mais vraiment. S'il veut aller tout nu dans la forêt amazonienne et vivre avec les indigènes, bah si c'est son kiff. Voilà. Ou s'il veut vivre dans la plus belle tour de New York, et bah chacun a ses rêves et chacun doit trouver son chemin de vie. Chacun, comme il a dit, à quel âge vous voulez vivre votre rêve? À quel âge vous voulez vivre votre rêve? Parce que à 64 ans, si c'est ton rêve de vivre à 64 ans comme ça, ben il y a aucun problème. Tu travailles toute ta vie en mettant de l'argent de côté et tu vivras à tes 64 ans. Il y a une minorité, hein. Il y en a, ils kiffent leur travail, ils kiffent ce qu'ils font. Mais clairement, là, quand on regarde, allez, je pense là, 90% dans les pays occidentaux, qui travaillent, ils aiment pas ce qu'ils font. Ils rentrent du boulot, ils partent le matin, en fait, ils font un travail pour survivre. En fait, ils survivent. Et c'est pas moi, c'est pas du tout la définition que j'ai de la vie. Non, la vie, c'est pour profiter, kiffer, c'est pour vivre et pas survivre. C'est bien une notion différente. Après, je le rejoins là-dessus. Moi, je côtoie des personnes qui sont, enfin, je côtoyais ou je côtoie encore, et c'est peut-être voué à disparaître, des personnes justement qui sont en métro boulot dodo. Indirectement, ça te pèse parce que tu sens la négativité, tu sens le C'est pas le même mental, le même mindset, c'est pas la même vision des choses. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Donc après, il faut savoir où tu as envie d'aller. Donc à n'importe quel âge, tu peux largement. Attention, quand tu as des enfants, tout ça, c'est plus compliqué. Ok, je suis d'accord, mais on peut trouver des passerelles, on peut arranger les choses, mais pour moi, quand t'es jeune et que t'as la niaque quand t'es jeune, tu peux largement travailler les 10 prochaines années comme un acharné, faire 2-3 tafs. Parce que moi, quand j'étais à l'armée, comme disait Métro Boulot Dodo, moi, le week-end, je travaillais en sécurité en boîte de nuit et je rénovais mes premiers biens tout seul. Donc, je me sortais les doigts, j'avais pas d'excuses, voilà, j'avais aucune excuse. Ok. Qualité, défaut. Moi, mes qualités, défauts, j'en ai pas. J'ai pas de défauts. Non, ce serait vous mentir et me mentir à moi-même. Donc, mes défauts, ouais, je pense des fois, je suis un peu trop attentiste de non, ok, ça se passe, on va avoir une réponse. Et là, non, il y a Jean-Hugues qui m'appelle et il me dit, ouais, non, faut aller, faut y aller. Donc, des fois, je suis peut-être un peu attentiste sur ces choses-là. Et après, mes qualités, c'est vrai que c'est compliqué je suis une personne assez humble, donc ça, mes qualités comme ça sur l'investissement, on va dire de se créer sa chance. Je me crée ma chance, je me bouge les fesses, j'ai envie, je me bouge. En fait, c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est quand je nageais, il fallait que je sois en groupe. Et là, peut-être aussi, j'ai besoin qu'on me bouge les fesses, à la fois qu'on m'inspire et allez, il y a ça à faire. Je dis pas d'avoir un patron, mais d'avoir justement mon associé qui me dise, ok, on fait une réunion et du coup, ça me motive. On fait des cercles d'investisseurs et bah, ok, ça motive. Donc c'est peut-être un défaut que j'ai des fois de un peu trop de me reposer sur mes lauriers ou une qualité justement, bah des fois, j'arrive à foncer et je m'arrête pas quoi. Et sinon, d'autres qualités, est-ce que tu vois de moi des qualités ou des défauts? C'est vrai que c'est difficile de se décrire comme ça. Gentil. Je pense, ouais. C'est à la fois une qualité et un défaut. Qualité, défaut. Des fois, je suis trop empathique. Des fois, voilà, d'être gentil. Il est empathique. Et donc, ça peut être des fois des qualités dans certaines circonstances et ça peut être des défauts dans des circonstances. Là, je viens d'avoir un exemple où c'est peut-être faute de ma part, hein, mais qu'on a acheté un bien, voilà, il y avait un chat. Et voilà, moi j'aime bien les animaux et donc j'ai voulu le caresser et voilà, c'était ma gentillesse voilà, et au final ça a tilté direct au vendeur. Ah bah c'est la première personne là de la visite qui aime bien les chats, que le chat se laisse caresser, donc au final c'était pas du tout en mode allez je vais faire copain copine avec le chat pour pouvoir amadouer le vendeur, non, ça se fait naturellement comme ça. Donc des fois ça peut être une qualité, des fois ça peut être un défaut. Mais voilà, je pense que c'est à peu près tout.
Donc là, on va vous faire une petite analyse de ce qu'on pense du marché IMO, du marché boursier et du marché crypto. Donc là, comme vous avez pu voir, là dans l'IMO, on est sur une transition. Hein. C'est depuis Covid, vous avez vu les banques qui prêtaient facilement. En fait, c'était un marché de vendeurs. En fait, c'était les vendeurs qui avaient la main dessus. C'était dans beaucoup de zones de la France, il y avait beaucoup d'offres au prix. Il y avait sur un bien, il y avait 5 offres au prix. Donc là, forcément, c'était les vendeurs qui avaient la main mise sur leurs biens. Que là, maintenant, on rentre dans un marché d'acheteurs. En fait, ça va être les acheteurs qui vont avoir le pouvoir de négociation, baisser le prix d'achat, clairement. Pourquoi? Parce que les taux, ils sont énormément, ils augmentent. Là, un de tes amis à toi, là, un conseiller patrimoine, un taux sur 25 ans. 4,60. Voilà. Que quand nous, on a acheté en 2020, c'était 1,30, 1,1. Donc, vous vous notez bien. Déjà, ta rentabilité, c'est pas la même. Fois 3, fois 4 sur les intérêts. Non, mais... Voilà. Du coup, ton taux d'endettement, c'est pas le même. Et ta capacité d'emprunt, c'est pas la même. Tu devais acheter un bien à 400 000. Là, ton effort, là, tu peux acheter qu'un bien à peu près à 300 000. Donc, forcément, vous perdez 100 000 par rapport au prix d'achat. J'ai eu pas mal de retours là-dessus aussi, parce que indirectement, votre cerveau, comment faire, c'est la solution que vous trouvez dans votre tête, comment faire pour justement investir dans l'immobilier. Et la plupart, vous vous dites, je vais aller sur le marché étranger. En France, on a la facilité du levier, du crédit. Même un levier à 4%, tu vas où tu veux dans n'importe quel pays, un rêve. Soit tu as du cash, soit tu n'as aucun crédit. Ce sera beaucoup d'apports et d'hypothèques. Alors n'en parlons même pas. Les autres pays font des hypothèques. Donc franchement, hypothèque c'est bien quand tu es carré, quand tu es serein, quand tu es en société, quand il y a des choses, mais quand tu es en mode propre, si t'as pas envie de te retrouver à la rue, faut pas faire d'hypothèque. Franchement, vaut mieux savoir bien gérer son marché déjà français, voilà, chez toi parce que comme il a dit, il y a un marché vendeur et un marché acheteur. Un marché vendeur, c'est que ça veut dire que dans tous les cas, tu es capable de revendre et de bien revendre. En marché acheteur, tu es capable de bien négocier. Qu'est-ce qu'on a dit dès le début? On a dit qu'un bien, il se crée, il se trouve pas. Donc déjà, tu peux bien trouver, bien négocier. Bien négocier, je sais pas. On va dire que tu étais à 1,1. Je connais pas les chiffres, mais on va dire que tu étais à 1,1. T'avais 10 000. T'avais 10 000 d'intérêts bancaires. T'es à 4. T'as 40 000. 40 000 d'intérêts bancaires. Bien négocier 40 000. Bien négocier 40 000. Tu viens négocier juste 40 000, dans ce que tu t'y retrouves comme si tu avais ton 1,1 d'il y a 3 ans. Donc, et se dire... et 40 000, ah oui, se dire que 40 000, c'est possible. Donc, oui, aussi des bons prix. Donc, en fait, c'est ça, faut cibler pour les négociations, voilà, des divorces, des mutations. Là, en ce moment, il y a les réformes sur les passoires énergétiques. Donc, un bien en passoire énergétique va se vendre moins cher et la personne qui a le couteau sous la gorge et qui doit vendre, il vendra. Donc, c'est pour ça, faut négocier. Et c'est sûr que, oui, si tu as du cash et tu utilises pas le crédit bancaire, ça peut être un atout pour toi. Clairement. Et se dire aussi, c'est à 4%, je vais attendre que les taux baissent ou que l'immobilier, là, il est encore haut, je vais attendre que ça baisse. Et si ça sera jamais le bon moment. Donc, nos parents, quand ils ont acheté, c'est pareil, c'était du 5-6%. Et pourtant, ils ont fait des affaires de dingue. Donc, il y a quand même des bonnes affaires à se faire, mais faut se former. Faut arrêter la démo. Là, le Bon Coin, calcul de rentabilité sur le Bon Coin. C'est pas ça l'immobilier. C'est, je fais des visites. On nous crée, on va voir les agents immobiliers. On fait notre réseau d'agents immobiliers pour, quand il y a une bonne affaire qui sort, que vous soyez le premier au courant, quoi. Et vous mentez pas à vous-même si vos comptes sont pas sexy, c'est la première des choses à corriger. T'as pas d'argent, t'as pas de compte sexy. Ton banquier, il te profile rien qu'avec tes 3 derniers relevés de compte. En fait, si t'as du PMU, si t'as de la FDJ, si tu sors 500 € en liquide, il va te profiler et clairement, ça va être des profils à risque. Là, on fait une petite aparté sur la banque, mais en gros, on a un scoring bancaire. Plus t'es jeune, plus t'auras des bonnes notes. Plus t'as d'épargne, plus t'auras une bonne note. Plus t'as un gros salaire, plus t'auras une bonne note. Plus t'as d'épargne, plus t'auras d'épargne tous les mois, t'auras une bonne note. Moins t'as d'endettement, forcément, t'auras une bonne note. Donc t'as un scoring bancaire.
Et du coup, lui, le banquier, il regarde ton risque, en fait, à te prêter. Et il le fait facilement, hein, parce que je vous vois tous en train de regarder vos lignes. Regardez vos lignes, vous faire le calcul. Hein. Dans chaque relevé, il y a marqué en dessous, il y a marqué crédit débit. Plus moins, Oui, voilà. t'as ton résultat. Donc c'est pour ça. Donc voilà à peu près notre vision. Ah oui, clairement, on est en baisse sur le marché. Après, voilà, un marché bof, un bien immobilier bof, pas dingue, pas une bonne rénovation, bah forcément oui, il va pas se démarquer. Que même si tu fais du haut de gamme, t'arriveras à bien vendre, parce que les gens, il y a quand même des gens qui ont encore de l'argent et qui veulent acheter. Il y a quand même des gens qui veulent vivre. C'est notre premier bien primaire de vivre sous un toit. Il y a manger et le deuxième, c'est vivre sous un toit. Donc il y aura toujours des achats, mais il faut savoir se démarquer par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'on fait une bonne affaire à la revente. Il a tout dit. Et voilà. Il y a toujours de la qualité. Moi, par exemple, on rénove une maison et cette maison, le prix du mètre carré, il est descendu de ouf. Sauf que tellement qu'on a acheté bas, tellement qu'on revend encore plus haut de gamme que prévu, eh ben en fait, le prix il a même pas changé pour nous, il a même monté. Voilà, parce que c'est le prêt au marchand. La demande. Voilà, c'est l'offre et la demande. Donc après ça c'est des cours particuliers en IMO, mais là on est marchand et après on a eu de la chance aussi. Clairement, on a acheté une maison de ville, on divisé en appartements et juste à côté, en fait, c'était un vieux hangar qui était pas propre. Et clairement, on a eu un coup de chance. La ville détruit cet hangar, détruit ce hangar assez frais. Et en fait, ça va être un beau parc. Ouais. Un beau parc, donc forcément, ton bien, il prend dans quel il met. Bon, après ça, c'est un coup de chance, clairement. Donc, ce qui fait le marché IMO, c'est clairement, là, les Français empruntent beaucoup. Donc là, on entend souvent, les banques ne prêtent plus en locatif. Est-ce que c'est vrai, Jean-Ed? Non. J'ai un client, il a 1400, 1500 euros en hausse. Donc, en général, il est à 1200, mais il y a des primes, tout ça, de CDI. Il arrive sur son troisième bilan dans sa société. Donc, on va dire qu'ils le prennent en compte, mais pas réellement, les banquiers. Comme quand ils prennent mes comptes crypto, ils le prennent pas réellement aussi. Et monsieur, j'ai réussi à lui trouver un financement agréable, différé total, sur 18 mois à 100 euros. Ça veut dire qu'il paye 100 euros sur 18 mois. J'ai tellement bien négocié le bien qui fait que en me payant, il se retrouve dès le début à sa marge. Il a 18 mois différés, il a 1200 euros d'argent qui vont rentrer, de loyer qui va rentrer. Il a 100 euros de différé, donc on va dire du net après l'eau, l'électricité, tout ça, il a 800 euros. Monsieur, il a 800 euros net dans sa poche pendant 18 mois. Il a trois options. Quand t'es parti sur une très bonne base et que les fondations sont très correctes, tu peux très bien partir ta vie et à grossir, mais à une échelle énorme. Soit il garde son bien, après le différé, il sera toujours rentable, il aura du cash flow. Cash flow, c'est que ça veut dire c'est du net. Un excédent de trésorerie. Excédent de trésorerie. Soit monsieur, il a pris 800 euros pendant 18 mois, il décide de le revendre avec une plus-value que je lui ai créée dès le début. Ça veut dire qu'il rénove, il a une plus-value dès le début parce que dans le meilleur quartier d'une certaine ville, il gère. Donc plus-value, ça veut dire qu'il aura cette plus-value qui sera imposable supérieure à 15 000 euros forcément, plus les loyers. Donc monsieur, il sera parti de 0 euros. Oui. 0 euros. On va dire, je vais être gentil, en 18 mois, 30 000 euros. Combien de vous qui me regardez derrière, vous gagnez 30 000 euros en mettant en agence, en prenant juste des billets facilement comme ça? Non, donc mais il faut bien négocier, un bon dossier bancaire, un bon dossier bancaire, un bon suivi de chantier, et si tout ça est fait correctement, on peut largement avoir un crédit accepté et se démarquer des autres. Parce qu'arrêtez de me dire 3, 4, 5% de rentabilité, c'est que ça. Eh gros, j'ai du 26%. J'ai du 26%. On a même du 130%. Arrêtez de me dire que c'est pas possible. On peut, c'est dur, c'est compliqué, mais faut payer. Comme pour toute chose sur Terre. Voilà. Donc en gros, il a eu son crédit. Il était en CDI, 1500 euros par mois. Il a eu un taux à 3,20, ce que tu m'as dit.
C'est possible, c'est clairement possible. Hein. Il gagne pas 10 000 euros par mois, il a pas hérité. Non. Hein. Donc on peut encore emprunter. C'est juste faut se former et faut passer à l'action. Voilà, clairement. Ouais, passer à l'action. Oui, aussi. Il a pas mon caractère. Encore un truc. Il n'a pas mon caractère. Il a un caractère beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Il m'a dit j'en ai fait des biens avant de te voir, avant de me dire qu'il fallait que je me lance. Sauf que quand t'as quelqu'un, comme il l'a dit derrière, qui achète, moi je veux pas. Ok. tu vois, et c'est, faut y aller. Faut pas avoir peur, c'est qu'un putain de crédit, donc, faut foncer. Pour la plupart des gens, c'est vrai que ça fait peur, hein. Quand tu connais pas, ouais, voilà, quand tu t'y connais pas. J'arriverai pas à le payer, moi, c'est ma copine. Après, ouais, voilà. J'arriverai pas à le payer. C'est clairement, ceux qui ont jamais fait de crédit qui se lancent, ils paniquent, alors que oui, c'est une ligne, tu fais les choses bien, en fait, plus tu seras formé, plus tu auras les compétences, plus tu te sentiras à l'aise et en confiance. Donc ça sera beaucoup plus simple pour toi que oui, si tu vas à l'arrache, free flight, dès qu'il y a le comptable qui t'appelle ou les impôts, tu reçois un papier, vous n'avez pas payé ça, vous n'avez pas payé la CFE, vous n'êtes pas déclaré, je panique, oh non, j'arrête tout, je vends au moins 10 000 euros parce que j'ai mal acheté. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est pas de l'IMO rentable, hein, clairement. Parce que quand t'es sûr de toi, t'es formé, tu fais les choses correctement, ça va tout seul. Donc là, on a parlé du marché IMO, donc on va parler du marché boursier. Ben pour moi, on est clairement un marché tendance baissière. Tous les indicateurs disent qu'on est en tendance baissière, mais catastrophique. Ça va se cracher. Et puis ça fait un an qu'on a le graphique. Hein. Alors que ça se crache pas forcément. Ça se crache là, on parle de un petit peu la tech. Clairement, ça a frôlé les plus hauts de Apple et là et au time high. En gros, il est plus haut historique, donc Apple. Hein. Alors que normalement, c'est la fin du monde. Il y a plus d'argent, alors que pourtant Apple fait son plus haut historique. Donc maintenant, je vais parler au niveau du marché boursier de l'inflation qui touche personnellement ton portefeuille, parce que ce qui est le plus intéressant, si toi t'as pas envie de faire de la bourse, c'est donc je vais te faire une petite image simple, hein, c'est très simpliste. Ah chérie, tu rentres un soir. Ah chérie, mon patron il vient d'augmenter de 2%, c'est génial. Ok, il t'a augmenté de 2%, c'est génial. On est en inflation de 6, donc clairement, il t'a pas assez augmenté, c'est que ça veut dire que c'est simple. Plus 6 moins 2, non. Si, plus moins 6. 4. Moins 6 plus 2. Oui, voilà. Moins de 6 plus 2, t'es toujours à moins 4. T'es en négatif. Ça veut dire que ton inflation touche à ton portefeuille à vitesse grand V. Donc, c'est ça, en fait, la différence entre l'euro courant et l'euro constant. Un graphique de l'euro qui fait que monter, moi, je comprends pas. Et quand t'as l'inflation qui vient réguler le marché, ça te fait chuter l'euro. Donc, faut pas regarder, par exemple, le prix au litre. Arrêtez de me regarder le prix au litre de l'essence. Juste la courbe de base. Elle fait qu'augmenter tout ça. Parce que quand on voit vos salaires et quand on voit vos salaires, l'augmentation des salaires depuis des années 1960, les salaires ont beaucoup plus augmenté que le prix au litre à la pompe. Donc, en fait, le prix a diminué. Donc, faut vraiment bien regarder l'euro courant et l'euro constant. Parce que quand vous les superposez, c'est là où vous vous dites, je suis en négatif ou en positif. Donc, bien sûr, si t'as dit 2% d'augmentation, tu vas voir ton patron, le lendemain, tu lui dis, né, avec toi, tu mets plus 6 parce qu'il y a 6% d'inflation. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est ce que ressentent la bourse. Ouais. La bourse. Mais, et c'est vrai que l'inflation, là, par rapport à la Fed, là, Jérôme Powell, la pluie et le beau temps, quoi. Ouais, voilà, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps par ses annonces, en fait, des hausses de taux. Est-ce qu'il va y avoir des hausses de taux ou est-ce que on va passer à, ok, on monte plus les taux et on voit comment ça se passe et à partir de quand on va rebaisser les taux. C'est ça, en fait, ce qu'anticipe le marché, clairement, parce qu'il y a tellement eu d'impression monétaire, les taux étaient bas et du coup, il y avait l'argent facile, on va dire, et tout montait, toutes les actions montaient, mais là, alors, c'est plus compliqué depuis un an et demi. Ouais, alors je vais rentrer encore dans la bourse. Pour faire une analyse des marchés, pour voir le côté boursier, je vous conseille tous d'aller voir ma vidéo sur comment investir.
faut regarder le marché, faut anticiper le marché. Anticiper le marché, faut regarder les indicateurs du marché, des marchés avancés. Donc, faut regarder les mises en chantier. Les mises en chantier, ainsi que tout ce qui est les carnets de commandes. En gros, c'est la confiance des consommateurs. En gros, c'est moi, dirigeant, par exemple, je suis dirigeant de, je crois, la forêt en France ou d'autres, mais on va dire aux États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui font la pluie et le beau temps. Si ces grosses sociétés telles que, vous allez voir Jeff Bezos, c'est qu'il dit, je le sens pas dans les prochaines années, ça va être marqué. Ça va être marqué. Et si lui, il le sent pas, un gros comme ça, c'est que tous les petits en dessous, ben, ils vont encore plus le sentir. Et donc, en fait, on analyse les marchés et on se dit que, par exemple, pour les mises en chantier, donc mise en chantier, c'est que ça veut dire que ce sont les promoteurs qui font du neuf. Donc, eux, sachez que les promoteurs, ils descendent pas réellement leur prix. Donc, imaginez quand ils se font incendier, donc ça veut dire que le petit en bas, il va se faire ouvrir en deux. Donc, le promoteur, on fait une analyse des marchés américains, donc c'est de 6 à 18 mois retardé. C'est que ça veut dire qu'après, dans 6 mois ou 18 mois après, c'est pour ça que j'ai pas une boule de cristal, je m'appelle pas Madame Irma, je peux pas vous dire si c'est 6, 7 mois ou 18 mois. Donc, je sais pas quand je dois retirer, je m'en fous. Donc, moi, je vous dis que c'est entre 6 et 18 mois. Tandis que nous, en France, on a eu un avantage, mais un désavantage, c'est qu'en France, on a eu un taux fixe. Ouais. Donc, ça veut dire que ce taux fixe, lui et moi, on est heureux. On a du cash flow, il change pas. Là, qu'on a acheté en 2020, notre taux de crédit était à 1,30. Et ben là, on est en 2023. Là, le crédit, c'est 4,60. Et ben nous, c'est toujours 1,30. Qu'aux États-Unis, c'est taux variable. S'il est à 1,30, il est à 1,30. Ta mensualité, elle est tant. Que si elle est à 4,60, ta mensualité sera plus haute. Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup de faillites aux États-Unis et les gens ne peuvent plus rembourser dû à ça. Sauf que nous, en France, indirectement, on vient nous le ponctionner sur l'inflation, les prix qui augmentent en France. Aux États-Unis, c'est leur système, c'est leur façon à taux variable, sauf qu'en France, nous, on est à taux variable sur toute la vie du quotidien. Notre essence, elle monte. Oui, ton sachet de pâtes. Ton sachet de pâtes, il augmente, ta viande, baguette, elle augmente. Voilà, nos crédits sont comme ça, mais après, c'est le reste. Donc, c'est notre vie, c'est le quotidien, et c'est comme ça. Mais après, le marché boursier, clairement, pour moi, il va ranger. Donc, ça veut dire que vous prenez une parallèle des pics les plus hauts et des parallèles des pics les plus droits, les plus bas. Vous la tracez et vous dites que quand ça tape c'est haut, c'est bas, mais ça range. Donc ça va pas faire une grosse explosion vers le haut ni vers le bas. Donc en fait, là, si vous faites du marché boursier, si vous êtes en long terme, 20 ans, 30 ans, vous n'allez pas à vous prendre la tête, vous faites toujours votre DCA, Dollar Cost Average, vous regardez pas, ça vous dérange pas. Si vous faites du court terme, là, il y a au moins de la volatilité, vous pouvez faire des longs ou des shorts. Après, c'est à vous, si vous faites du court terme. Et là, c'est plus pour les moyens termes, qui font du 1 an, 2 ans, intercycle, où là, c'est plus compliqué. Ok, est-ce que j'achète, je vends? C'est vraiment cette partie pour ma part, je pense, que ce profil d'investisseur, là, c'est compliqué pour lui, parce qu'on sait pas trop où on va. C'est est-ce que je prends un risque ou pas à racheter un bas? Donc voilà. Par exemple, moi j'ai pas tout mon argent en bourse, mais je connais des personnes qui ont pas mal en bourse. Ils ont préféré mettre des stop loss ou tout vendre, pour pas prendre de risques et réallouer ailleurs. Moi je sais que j'ai laissé ma deadline qui était de 1 an, 2 ans, c'est pour ça que tous les matins, je me réveille avec une nouvelle objectif. Donc, je change d'avis, mais je change pas de chemise. Je change d'avis, mais je change pas de chemise. Donc, je me dis que je vais laisser cet argent sur 5 ans. Par contre, je réalloue pas, je fais pas du DCA comme il a dit, ou je fais pas un all-in sur Tesla ou ailleurs. Quand j'ai envie, j'achète Apple. Quand j'ai envie, j'achète tant. Quand j'ai envie, j'achète tant. Mais je sais que je préfère me mettre dans des startups, investir mon argent dans des startups, parce que les startups, elles ont besoin de fonds, parce que les crédits, c'est compliqué, donc je préfère... Oui, tu te profiles sur un autre marché. Après, c'est un risque. Investir dans des startups, c'est... Une chance sur 10. Une chance sur 10. Clairement que ça réussisse. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour le marché boursier. Comme on dit, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas de Madame Irma, donc on verra où va le marché boursier. Mais je suis quand même confiant parce qu'on est dans un système capitaliste. Avant que ce soit la 3e guerre mondiale ou que tout s'écroule, on retourne à l'âge de pierre. Voilà. Après, là, on va bifurquer sur la crypto. Je pars du marché boursier pour aller sur les marchés crypto. Il est corrélé encore. Il est vachement corrélé. Par exemple, au niveau des cryptos,
Moi, je suis pas forcément de cet avis. Vas-y, je te laisse. Moi, je parle au niveau de la politique. Ouais. Au niveau de... Vous avez entendu un nom et un prénom tout à l'heure. Vous avez entendu Jérôme Powell, qui est le président de la Fed. Quand il parle, en général, tout le reste suit. Sauf que là, à propos des cryptos, on est en bear market, clairement, pour moi, et on va arriver sur un bull run qui va se situer en avril 2024, c'est ça? Ça dépend. Le halving du Bitcoin est en 2024. Ouais, le halving du Donc, Bitcoin. le bull run, logiquement, suivant les derniers cycles. Il a bien dit le Bitcoin. Par contre, c'est là où justement, on parlait de bourse juste avant, c'est que BlackRock, il y a quoi, il y a un mois ou deux? Ouais, voilà, c'est ça. Un mois ou deux, BlackRock, donc, dans la vraie vie, hein, comme il y a Sweet, comme il le dit si bien. Alors, il y a Jérôme Powell avec la Fed. En dessous, il y a la BCE avec Christine Lagarde, c'est ça? Christine Lagarde, donc c'est des grosses banques. Hein. Banque Centrale Européenne, la BCE. Sauf que l'État, pour financer, qu'est-ce qu'elles font? Elles font appel à des fonds d'investissement. Elles placent l'argent de l'État. Et là, il y a la BlackRock. Quand là, t'as BlackRock, il fait la pluie et le beau temps. Et qu'est-ce qu'il a pas dit, BlackRock? Il y a environ 2 mois, super bon pour nous, hein, il y a eu un pic haussier. Il a dit, moi, je me vois bien faire un ETF. Bitcoin spot. Bitcoin. Spot. Quand il y a le mot Bitcoin, déjà, tout le monde s'affole. Il y a 1 an, 2 ans, tout le monde s'affolait. Alors là, quand un mec comme ça dit, je vais mettre du Bitcoin, alors là, tout le monde direct, la banque en Suisse, pourquoi pas, justement, donnez-moi un Bitcoin et je vous donnerai 30% de ces fonds ou 40% ou que sais-je. Donc là, il y a tout le monde qui est en train de se revoir justement sur les crypto-monnaies. Donc, vu qu'on était sur les cryptos, pour moi, c'est le futur, hein, la blockchain. Hein, oui. C'est le futur. J'oublie le Bitcoin, Ethereum, tout ça. Blockchain, futur. Voilà, futur. Parce que c'est vrai qu'une instance américaine, là, fait la guerre pour les cryptos, pour les utilities. Tout ce qui est en fait hors Bitcoin et Ethereum, c'est un peu... on sait pas trop encore. Mais toutes les autres crypto-monnaies, clairement pour eux, ils devraient pas exister en fait. C'est pas des securities, donc ils vont peut-être. Là, c'est en procédure, donc c'est pour ça le marché là, il est incertain. Et là, je suis pas forcément d'accord avec toi que c'est corrélé, parce que regarde là, quand tu regardes le SP500, il s'est rapproché de son plus haut, alors que le Bitcoin, il s'est pas du tout rapproché de ses 69 000. Là, il est monté à 32 000. Pour moi, on est dans le halving. Oui, mais c'est corrélé, oui et non, tu vois. Je suis pas forcément. Ça encore, le crypto a quand même son marché, parce que tu vois, il y a eu des bonnes news. Oui, ça a augmenté, mais c'est pas bull run, quoi, tu vois. C'est pas bull run. Ça a pas remonté ses plus hauts historiques, pas du tout. Donc avec ce qui s'est passé dernièrement, les gens ont perdu confiance clairement en la crypto, avec ce qui s'est passé, Terra Luna, l'UST, FTX, voilà, la perte des fonds sur FTX. Donc forcément, les consommateurs, les particuliers et les professionnels n'ont plus confiance en Bitcoin. Donc là, c'est vrai que la BlackRock, la demande, c'est une demande, hein, c'est pas validé encore, une demande de spot ETF. Forcément, ça remet de l'engouement, ça remet de l'attractivité sur Bitcoin. Mais voilà, faut se dire, c'est tous les 4 ans, il y a le halving du Bitcoin. Donc là, clairement, en fait, on est sur la période où on n'en entend pas parler, il se passe rien, voilà, ça range, là c'est 28 000, 30 000. Il a dit, quand on n'entend pas parler, voilà. Ça veut dire qu'on n'entend pas parler, c'est que ça veut dire qu'en général on justement, n'investit pas quand les gens ils en parlent. Voilà, c'est là justement, faut s'y intéresser. C'est là où, ok, est-ce que je prends un risque à m'intéresser à un bon projet, je travaille les fondamentaux, quelle est cette blockchain, quelle est cette nouvelle crypto, ok, je prends un risque à investir dedans. Donc c'est là en fait où clairement on fait les bonnes affaires, les soldes, quoi, parce que dans les cycles des derniers bull run des cryptos, quand c'est bull run, ça pète quoi. La bouteille de champagne, ça fait bouteille de champagne et rebouteille de champagne. Par contre, bouteille de champagne. Nous, on a pu la sabrer la bouteille de champagne parce que nous on a retiré. Voilà, il faut savoir prendre des gains. Il m'a montré une image hier. Il y en a, ils ont fait. Et voilà. T'as la casquette de McDo qui revient sur la tête. Voilà, c'est donc, il faut savoir retirer. Parce que c'est ça. C'était 2021, le mec tout content. Ok, le Bitcoin à 69 000 $, c'est génial. Du coup, il a une casquette avec un logo Bitcoin.
il jette sa casquette, ouais, trop bien, allez. Et en fait, bah, il prend pas ses gains, et du coup, bah, le Bitcoin chute à 15 000 $. Et après, paf, il y a une casquette McDo qui tombe sur sa tête. Et cette image et c'est vrai, hein, c'est clairement ça. Hein. Ton portefeuille, je sais pas, t'as mis 10 000 €, ça monte à 300 000. Ouais, c'est génial. Et bah, tu prends aucun gain, bah, ça retourne à 10 000 $, quoi. Donc, il faut savoir. Donc, c'est compliqué. Donc là, dans le marché de crypto, bah là, ça range, clairement, ça range à 30 000. Donc, c'est là où on peut faire des bonnes affaires. Ouais, là, au début d'année, en janvier 2023, bah, il est tombé à 15 000 $. Bah là, clairement, vous achetez à 15 000 $. Là, il est à 30, donc c'était un x2. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Mais pour moi, le marché crypto, voilà. Fin 2024. On n'a pas de boule de cristal, mais voilà. Avril-mai, il y a le halving. Et fin 2024, voilà. 1 million. Fin 2024, début 2025, si on prend les derniers cycles, et bah oui, on sera en hausse, on sera en bull run. Mais on ne peut pas vous prédire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Clairement, on a envie d'y croire. On a investi. Ah oui, on y croit, hein, parce que sinon on n'aurait pas des positions sur là-dessus. On y croit. Après, il y a à vous de faire vos propres recherches. Est-ce que j'investis dedans? Il y a ce facteur risque voilà. de l'État. Et voilà, de la régulation. L'État a envie de le réguler, c'est bien comme pas bien, c'est bien. Pourquoi? C'est parce que justement, ça évite les FTX, ça évite le Luna. Parce que là, vous me dites, ouais, mais c'était des gros fonds, ouais, mais la différence entre les sociétés cotées ou non cotées qui sont régies par l'AMF, c'est que les autorités AMF, autorité des marchés financiers en Europe, et la SEC, je sais pas ce que c'est, mais c'est la sécurité aux États-Unis. Vous le voyez dans la série Suite, il y a des mecs de la SEC qui viennent tout le temps faire chier avec leurs avocats pour détruire des sociétés. C'est qu'en fait, on a une ligne de crédit et de débit sur les grosses sociétés. Donc on sait l'argent qu'il y a dans les sociétés, on sait comment elles travaillent, on sait qu'il n'y a pas du black, comment on dit, du blanchiment d'argent. Tandis que là, FTX, le marché crypto, c'est le Far West, il y a du blanchiment. Ouais, voilà. C'est considéré blanchiment parce qu'on n'a pas de carnet de commande, on n'a pas de crédit débit. Et c'est justement ça que l'État aime pas. Donc, c'est bien qu'il le régule. Pour ma part, je trouve que c'est bien. Mais là où, justement, j'ai peur, c'est sur la chose qu'il a dit, où si la SEC aux États-Unis a envie, comme je l'ai dit depuis le début, hein, regardez-moi bien, BlackRock, Fed, mais la Fed, je mets égal, parce que c'est les États-Unis, à SEC, BCE égale AMF, et Mika, ouais. Il y a toutes ces lois qui sont en train de réglementer. Si la SEC a envie de dire, mais tous les shitcoins, pour moi, tout ce qui est pas Ether et Bitcoin, c'est du shitcoin. On interdit tout. On perd des billets, faut en être conscient. Mais après, il y a des gros fonds d'investissement qui ont investi, qui après ils font travailler le réseautage, mais là c'est en parallèle, je ne les connais pas. Donc après, c'est un monde. Donc c'est pour ça, c'est à vous de faire votre allocation. Ok, est-ce que justement je mets que dans Bitcoin et Ethereum? Certes, il y aura moins de multiples, parce que c'est des cryptos, Bitcoin depuis 2008 et Ether depuis 2015, donc c'est les deux plus grosses cryptos, donc comme on dit. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez faire un portefeuille que altcoin? Et bah, c'est sûr que là, votre risque sera bien plus grand en ces jours de régulation où les jours sur les altcoins sont incertains. Après, je vais donner mon avis aussi là-dessus, c'est que l'État est toujours à la ramasse. Pour moi, ils sont toujours là. Ils disent une loi en 2020, la loi elle s'applique en 2025. Donc là, ils ont dit qu'ils voulaient le faire. Mika, ce serait pour 2024 pour le côté européen, en tout cas. Qu'ils aient du retard comme partout. Voilà. mais là, par exemple, il y a une société, une filiale de la Société Générale. Elle est la première société française à avoir accédé à l'accord PSAN, en fait. L'accord PSAN, c'est l'accord français pour être régulé, en fait, pour les domaines des crypto-actifs. D'ailleurs, ils sont chiants. Et donc, c'est la première société. Pourtant, il y a des grosses sociétés, hein, en France, hein, comme House, qui était avant la maison du Bitcoin. Il y a des grosses sociétés, pourtant, qui font les choses bien, hein, mais avoir cette accréditation, bah, c'est super compliqué. Et là, la première société française à avoir le PSAN le plus haut, bah, forcément, Société Générale, la banque, hasard, hein. Donc, on va voir ce qui va en être, hein, dans les mois, dans les années à venir sur la régulation, pardon, de la crypto-monnaie, ouais. Mais bon, c'est à toi de prendre ton risque. Est-ce que tu veux investir dedans ou pas, quoi? Voilà. Je sais pas. Ou est-ce que tu veux investir dans l'euro? On n'est pas là pour te dire clairement comment
comment investir. On est là Ou quoi faire, mais pour te donner notre avis. On est là pour te dire que nous, on y croit. Après, c'est à toi, avec tout ce qu'on vient de te dire, d'aller chercher et de trouver si oui ou non t'investis. Parce que si tu fais des pertes, t'es tout seul, t'es responsable. Si tu fais des gains, mais en général, quand il y a des gains, tout le monde est là. Quand il y a des pertes, tout le monde te fait la guerre. donc voilà, donc Responsable. voilà, c'est ça. Donc là, vous avez vu notre analyse sur les différents marchés, marché immo, marché boursier, marché crypto. Bah là, on n'est pas sous le ciel bleu, tout C'est va les seuls. bien. Ouais. Voilà, mais il faut se dire ça justement. Quand c'est les crises, et bah pour les investisseurs qui ont du cash et qui ont justement fait les choses bien, et bah c'est là où il faut investir. Donc c'est pour ça, faut investir, mais il faut se former. Donc je vous invite à passer à l'action. En investissant et en vous formant. Si tu as des questions, si tu as des angoisses ou tu sais pas comment faire sur le trading, la crypto, sur les marchés boursiers et sur l'immobilier, ben on a fait une formation, Jean-Eudes et moi-même, sur tout ça. Donc on t'invite à cliquer sur le lien en bas de la description. Donc on va t'accompagner. Tu auras des coachings, des appels ou justement des vidéos de formation qui vont traiter sur ces sujets-là. Donc, je t'invite à passer à l'action et te former et nous rejoindre.